Afin de tirer la sonnette d'alarme sur les effets des maladies chroniques au sein des communautés francophones ontariennes, le Centre de santé communautaire Taïbou a organisé la projection publique d'un documentaire autour des témoignages de personnes affectées. Suivons leurs histoires. Quand on m'a dit, monsieur, vous avez le cancer de la prostate, la première fois, je n'avais même pas entendu prostate. Moi, je suis resté sur le cancer. J'ai vu la mort tout de suite, quoi. Et parmi les causes d'apparition de cancer et de récidive de cancer, c'était les déménagements. Le changement d'environnement est un des facteurs qui peuvent provoquer le cancer. Donc malheureusement, la population immigrante est très susceptible de subir ou de vivre, d'avoir un cancer. Si on fait un dépistage à temps, on peut sauver beaucoup de personnes. Avec les points que j'ai cités avant, donc on peut dire que la sensibilisation et le dépistage sont deux points très très importants, surtout pour la population immigrante. Originairement, j'aime manger. Je mange beaucoup. Et pour moi, un bon repas, il est salé, bien épicé, assaisonné et surtout gras. Mais bon, maintenant, avec la maladie, je peux plus manger comme ça. Et ça, bon, des fois, je m'assois et puis je me dis, waouh, c'est une maladie liée à la nourriture que j'ai. Je trouve ça un peu drôle pour essayer de tourner en dérision la situation. Tout a commencé par une prise de poids. J'ai commencé à prendre du poids. Et une fois, lors de vacances dans mon pays natal, mon grand frère qui est médecin là-bas a attiré mon attention sur mon état. Il m'a demandé de perdre du poids. Et là, on s'est disputé parce que moi, quand je suis arrivée, j'attirais les regards des gens sur mes nouvelles courbes. Donc, je trouvais qu'il en faisait un peu trop. Donc, au Canada, après avoir pris la deuxième dose de vaccin, j'ai eu vraiment beaucoup de malaise. Donc, je suis allée voir mon médecin de famille. Et lui, il est revenu encore là-dessus. Il m'a dit, madame, il va falloir vraiment travailler à perdre du poids, sinon vous vous exposez à de l'hypertension artérielle. Donc j'étais vraiment étonnée, intriguée. Et comme je voulais pas aller plus loin, il m'a posé des questions quand même. Est-ce que vous ressentez des palpitations à l'effort? Est-ce que vous avez des bourdonnements dans l'oreille? Est-ce que vous avez des vertiges? Je n'ai pas vraiment répondu. Quand il m'a posé la question, j'ai essayé je lui ai pas répondu clairement. Donc voilà, quand je suis sortie de son bureau, je me suis donné 1001 raisons pour ne pas aller faire les examens. Je suis restée tranquillement chez moi. Et 2 ans et demi plus tard, j'ai commencé à ressentir vraiment les symptômes dont il m'avait parlé.
qui étaient vraiment l'essoufflement à l'effort. Je commençais à avoir des vertiges, à avoir des bourdonnements dans l'oreille. J'avais mal à la tête tout le temps. Donc, je prenais des Tylenol, mais ça passait pas vraiment. Et une fois, j'avais vraiment pris énormément du poids encore. Et je montais dans les escaliers. Et puis là, j'avais vraiment le vertige. Il a fallu que je m'agrippe aux rampes de l'escalier. Et là, j'ai commencé à me rappeler de ce que mon grand frère m'avait dit et le médecin aussi par rapport à la perte de poids. Et quelques mois plus tard, j'ai commencé à avoir des bourdonnements dans l'oreille. Je me suis dit que probablement que j'avais de l'eau dans les oreilles. Donc, j'ai pas vraiment connecté ça à autre chose. Et puis un jour, j'ai reçu de la visite et je partais servir du jus dans ma cuisine à la visite. Et là, j'ai commencé à avoir flou. Et puis, j'ai remarqué que mon bras ne fonctionnait pas. Et puis, arrivé à un moment donné, je me suis accoudée à mon comptoir et puis tout est devenu noir. Et là, je me suis réveillée à l'hôpital, je ne sais pas combien de temps après. Et puis, quand j'ai vu tout ça, j'ai cru que j'avais fait un AVC. Et c'est là que, voilà, c'est là avec les tests et autres que, voilà, la nouvelle est tombée. On m'a diagnostiqué de l'hypertension artérielle. Finalement, moi, tout ce que je peux vraiment donner comme conseil aux gens, c'est de faire attention à leur santé. C'est souvent quand on dit ça, on a l'impression que c'est compliqué, mais c'est vraiment de passer à l'action, de manger sainement, équilibré, de ne pas manger beaucoup de sel, d'éviter l'alcool, la cigarette. N'êtes pas forcément obligé d'aller dans une salle de gym pour faire du sport. Juste marcher un peu plus. Si vous aimez faire du vélo, faire de la course à pied, le jogging. C'est vraiment des choses simples qu'on peut faire pour pouvoir prendre soin de soi et surtout, ça évite de prendre du poids parce que ça nous expose vraiment à beaucoup de maladies dont l'hypertension artérielle. Moi, j'ai eu la chance, j'ai quand même mon frère qui a attiré mon attention, mon médecin de famille, qui ont attiré mon attention là-dessus. Mais il y a des personnes qui se retrouvent seules. Ce que je peux leur dire, c'est d'aller dans les centres communautaires. Il y a beaucoup de soutien là-bas et n'attendez pas de ne pas bien aller pour pouvoir y aller. Allez-y, allez rencontrer les médecins, faites-vous dépister. Ça va vous permettre de pouvoir réajuster le tir avant vraiment de tomber malade. Moi, aujourd'hui, j'essaie de manger plus sainement. En tout cas, je fais attention au sel et tout ça. Je marche beaucoup plus. Et puis, j'essaie de m'accrocher à la vie. Je travaille à Oasis Centre des femmes, qui est l'un, en tout cas, des centres qui offrent des services aux femmes francophones, ici à Toronto, dans un milieu majoritairement anglophone. Et c'est toujours un plaisir pour moi de participer aux séances de discussion chez Taibou. Et aujourd'hui, j'ai été particulièrement touchée par les témoignages de ces personnes qui vivent avec des maladies chroniques et qui nous ont parlé de leur souffrance, mais également qui nous ont parlé de leur espoir et tout ce que Taibou, en tout cas, a fait à leur endroit et pour leur donner un peu de courage et de pouvoir supporter la maladie. Alors, moi, j'ai été particulièrement touchée par le côté du soutien parce que nous avons vu, en tout cas à travers tous les témoignages, l'importance du soutien, que ce soit le soutien des personnes proches, de la famille, mais aussi le soutien de la communauté. Pour moi, c'est important de voir dans notre communauté francophone comment est-ce que nous allons ensemble créer les conditions pour que le milieu communautaire ne soit plus un endroit où on a peur
d'aller partager son expérience pour ne pas être stigmatisé, mais que ça soit un endroit où on va chercher du soutien parce qu'on a des personnes qui vont nous écouter, qui vont nous faire sentir qu'on n'est pas seul, mais aussi qui vont nous offrir des ressources. Moi, c'est le grand message que je lance. Il faut combattre la maladie, il faut en parler, mais il faut également qu'on soit capable de donner du soutien qu'il faut. La santé, telle que nous venons de le voir dans cette vidéo, dans ce mini-film, est vraiment un état de bien-être global. On a vu qu'il y avait des enjeux, évidemment, liés à la santé émotionnelle des personnes diagnostiquées ou malades. Il y avait des enjeux liés à la santé même économique, les enjeux aussi liés au bien-être de ces personnes en lien avec leur entourage, leur famille, etc. Donc, le point sur lequel moi je voudrais vraiment insister, c'est vraiment le bien-être des personnes, qu'elles soient diagnostiquées ou pas. Le bien-être est fondamental parce qu'en travaillant au bien-être de la personne, nous permettons à ces personnes, qu'elles soient diagnostiquées ou pas, qu'elles soient malades ou pas, d'être bien. Parce qu'il y a un bien-être qu'on peut avoir même étant malade. On ne perd pas son bien-être lorsqu'on est malade. Et pour moi, c'est un aspect important. Et là, il y a plusieurs dimensions à considérer. Il y a la dimension communautaire, de l'environnement. C'est important de voir le contexte dans lequel la personne qui est diagnostiquée ou malade vit. On a écouté aussi parler des personnes qui n'ont même pas un logis ou alors qui ont justement une situation précaire en lien avec leur habitation, leur lieu d'habitation. Donc ça, c'est important de considérer ça. Lorsqu'on vit dans les conditions acceptables, on sait où on va dormir, on sait ce qu'on va manger, on a moins de préoccupations par rapport à ce que les nôtres vont manger, comment ils vont se soigner, etc. Même lorsqu'on est malade, on ne vit pas la maladie de la même façon que celui qui, en plus de sa maladie, doit aussi faire face à ces défis liés aux personnes qui sont autour d'elle. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est l'influence de la maladie par rapport au comportement des personnes. Alors, par rapport à la relation qu'ils ont avec les personnes autour d'eux. C'est important aussi pour nous de penser à voir comment on peut travailler sur le type de rapport que les personnes malades peuvent avoir avec son entourage. Ça, c'est très important, me semble-t-il, même pour la guérison, même pour le bien-être de la personne qui est malade. Et puis, l'autre aspect, c'est vraiment lié aux valeurs et à la croyance. Parce que c'est un point qui apparaissait en filigrane. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et surtout au niveau des croyances, qu'est-ce que je crois être? Parce qu'on peut être diagnostiqué, mais si on croit vraiment que sa vie n'est pas finie, malgré la maladie, on continue à vivre. Parce que la vie, c'est un temps qu'on a. Ce temps peut être limité ou pas. Ce qui est le plus important, c'est la qualité de la vie qu'on va mener. Donc, moi, je trouve que c'est important que nous puissions aussi travailler entre nous, avec les personnes qui sont diagnostiquées dans la communauté, sur les valeurs et sur les croyances, pour que les personnes ne pensent plus que dès qu'ils reçoivent un diagnostic, sa vie est finie. Non, sa vie n'est pas finie. La vie continue à avoir un sens, parce que tant que ce n'est pas fini, rien n'est fini. Et on peut avoir une qualité de vie bonne malgré la maladie. Et les deux autres aspects sur lesquels je voudrais aussi insister, c'est la question de l'identité. C'est-à-dire, est-ce que je deviens un malade ou je suis quelqu'un qui a une maladie? Parce que ce n'est pas la même chose. Si quelqu'un a une maladie et il se considère comme étant malade, alors là, il s'identifie à la maladie et très rapidement, il va baisser les bras. Alors qu'il peut dire, je suis quelqu'un qui a une maladie, mais pas un malade. Je ne suis pas quelqu'un qui... Voilà, donc c'est très important. Je souffre de cancer, mais je n'ai pas le cancer, je ne suis pas le cancer. Je souffre de diabète, je ne suis pas un diabétique. Parce que moi, je n'utilisais pas le terme diabétique, je dirais, oui, je souffre du diabète, ça veut dire que je souffre, mais je travaille à pouvoir soigner, à pouvoir me soigner, à pouvoir dépasser ça. Et puis le dernier point, c'est vraiment toujours de penser à plus grand que soi. Parce que là, c'est la question de
de la vision que nous avons de notre être comme être, même avec la maladie. C'est quoi ma vision? Parce que je pense que nous sommes tous venus ici sur cette terre pour quelque chose de très grand, qui transcende même la maladie, qui transcende même la mort. Alors, le documentaire que nous venons de voir est assez impressionnant et impactant aussi. Et puis donc, le message qui s'entrevoit à travers ce documentaire-là, c'est peut-être un message, disons, d'alerte, qui doit interpeller tout le monde, jeune comme adulte, à faire face à tous ces problèmes de maladies chroniques. Et donc, je vois cela comme une perspective un peu de solution, dans le sens de l'intergénérationnel, parce qu'aujourd'hui, les stéréotypes, c'est que peut-être ce sont les personnes âgées qui font face à ces maladies, mais la réalité, c'est que les jeunes aussi doivent se préparer à y faire face, donc à se préparer de façon préventive d'ailleurs. Et c'est pour ça que dans les solutions, les pistes de solutions, on peut proposer des approches intergénérationnelles, donc amener les jeunes aussi, accompagner les adultes qui font déjà face à ces maladies pour les aider notamment à avoir peut-être une vie beaucoup plus facile quand bien même ces personnes vivent avec cette maladie. Mais en même temps, c'est aussi un message pour les jeunes pour bien se préparer et travailler dans le sens de prévenir ces maladies, c'est tout. Le message que nous voudrions envoyer à l'égard de la communauté, c'est que il y a des sujets qu'elle en fait vraiment tabou et nous voudrions que notre communauté, la communauté francophone surtout, puisse sortir de ce carcan-là pour pouvoir vraiment parler des maladies chroniques et aussi de la problématique de santé mentale qui fait vraiment payer un lourd tribut à notre communauté, soit par des suicides, soit des morts à petit feu. Et là, il y a des choses qu'on devrait, par exemple, souvent en parler, parce que si on n'en parle pas, on s'étouffe nous-mêmes et à la longue, ça devient un peu difficile. Imaginez si quelqu'un est dépisté positif au cancer. Donc, si on dit à la personne que vous avez le cancer, vous êtes dans un pays étranger où il n'y a pas toute votre famille, vous allez vivre cette maladie seul, vous allez compatir seul, et vous allez vous brûler seul. Et là, qu'est-ce qui se passe par la suite? Il faudra en parler. Il faudra être ouvert à parler à son médecin, à son entourage de ces maladies-là surtout. Et nous qui travaillons auprès de cette communauté de façon directe, savons de quoi il s'agit et comment cette communauté est en train de souffrir de ces maux-là. Parce qu'on n'en parle pas. Mais aujourd'hui, pour ceux qui se sont ouverts et qui se sont donnés au dépistage, ils savent au moins leur statut par rapport à ces maladies-là. Et ça leur permet quand même de prendre des mesures. Au cas où ils ne sont pas malades, de prendre des mesures pour éviter cette maladie. Et au cas où ils sont malades, au moins ils ont le temps, comment on appelle, d'éviter les conséquences fâcheuses. Et aussi, par rapport aux jeunes avec qui moi je travaille et presque tous les jours, ce sujet-là, c'est vrai, ça faisait un peu tabou, mais avec le temps, ils ont compris de parler de problématiques de la santé mentale. On en parle le plus souvent, on organise des ateliers avec des experts et les jeunes s'ouvrent. Et ils posent des questions même en dehors des ateliers, en dehors des activités. Et quand ils viennent nous voir pour des choses confidentielles, ils nous en parlent. Et ça nous fait chaud au cœur de leur chercher des ressources pour pouvoir les aider. Et comme aujourd'hui, vous l'avez constaté, plusieurs leaders d'organismes étaient là, des leaders religieux étaient là, les jeunes eux-mêmes et aussi les membres de la communauté étaient là. Ensemble, nous avons entonné l'hymne de la sensibilisation. Comme quoi, le dépistage précoce, ça sauve des vies. Et quand ça sauve des vies, ça sauve des familles. Et quand ça sauve des familles, ça sauve une communauté.